l'INSEAC du CNAM. Sans plus tarder, Monsieur Suzanne, Gilles, vous êtes maître de conférence HDR au sein de Aix-Marseille Université, chercheur au sein du laboratoire d'études en sciences des arts, enseignant au sein du secteur médiation culturelle des arts et actuellement détaché auprès du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, attaché de coopération universitaire près de l'ambassade de France en Tunisie. Votre intervention portera le nom d'un ouvrage que vous avez publié qui s'appelle « De l'esthétique de la médiation ». Nous vous donnons la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Écoutez, d'abord, avant de me lancer, juste quelques mots pour d'abord, vous dire en quelque sorte que j'ai un peu l'esprit ailleurs. Bon, voilà, effectivement, je suis plus au sein de l'université, d'Aix-Marseille Université. J'occupe un poste d'attaché d'ambassade, donc c'est un autre métier, on va dire, même si c'est en lien. Donc, c'est pas vraiment dans mon habitude, mais je vais vous lire un texte que j'ai écrit parce que, pour tout vous dire, je pense que j'aurais été incapable, là, comme ça, au débeauté, de vous dire quoi que ce soit si je ne l'avais pas préparé. Donc, désolé de vous assommer avec une lecture, mais je préfère procéder comme ça. Voilà, pour dire les choses simplement. Bon, écoutez, en préambule, ce que je voulais faire d'abord, c'est évidemment vous remercier, exprimer ma gratitude envers David Christoffel, donc je comprends qu'il s'est exprimé ce matin, David Chaillot aussi. Je les remercie évidemment de leur invitation et aussi de l'attention qu'ils ont portée à cet ouvrage qui effectivement s'est intitulé « Esthétique de la médiation ». Donc votre lecture, évidemment, elle honore ce livre et précisément, je dirais, elle fait de ce livre un ouvrage. Parce que votre lecture, effectivement aussi, le met à l'ouvrage. Donc, mettre un livre au travail, on imagine, consiste à instaurer un dialogue avec ce qu'il avance, c'est-à-dire sa thèse, ses hypothèses, et aussi à entrer, je dirais, dans l'échange avec ce qu'il fait dialoguer. Qu'est-ce que ça fait dialoguer ce livre? Des concepts, des notions, des idées. En ce sens, je dirais que lire, c'est toujours une sorte de compagnonnage, un compagnonnage humain, sensible, un compagnonnage qui peut être intellectuel et scientifique, qui peut être critique, politique. Et c'est un compagnonnage que nous instaurons avec toute une série de situations ou d'êtres qu'on peut découvrir dans des livres, des êtres conceptuels, notionnels ou autres, voire des devenirs qui peuvent être des devenirs de la manière dont on pense les choses. Voilà, et qui nous sont effectivement ces devenirs, ces êtres plus ou moins familiers. Donc l'expérimentation, je dirais, d'un tel voisinage, ça dit déjà quelque chose pour moi d'important de la médiation comme processus de compagnonnage. Donc si on admet, ou admettons un instant, que nous concevions les pratiques de la médiation comme une pratique de compagnonnage, disons comme un ensemble de pratiques à même de créer les conditions d'un compagnonnage sensible avec des réalisations artistiques, je crois que ça serait intéressant à différents titres. Premièrement, parce que le compagnonnage, d'abord, c'est une affaire de rencontre. Deuxièmement, du fait que le compagnonnage se présente comme un espace qui pourrait être décrit comme un espace de la relation, des relations. Troisièmement, puisque le compagnonnage s'ouvre aussi comme une durée, puisque c'est celle du travail, autrement dit, d'un processus. Enfin, quatrièmement, le compagnonnage, parce qu'il est l'espace-temps d'un processus de rencontre et de la relation, peut nous inspirer d'autres pratiques que celles de l'accompagnement, de l'initiation ou de l'apprentissage. Ce à quoi il est couramment renvoyé et réduit, peut-être parfois un peu trop, tout comme l'est la médiation. Alors, je n'approfondirai peut-être pas plus cette allégorie de la médiation comme pratique du compagnonnage, si ce n'est pour indiquer le glissement paradigmatique qu'elle signale. Ce glissement nous met sur la piste d'une médiation conçue comme un processus de fraternisation sensible avec les réalisations artistiques, plutôt qu'en tant que dispositif, je dirais, d'accompagnement ou d'escorte du sujet par le seul recours à la connaissance et au savoir. Cette sorte de paradigme, appelons-le comme ça, de la rencontre, peut-être, il me revenait ce mot qui est une notion qui a prévalu au XVIe, XVIIe siècle, de convivence. C'est ce que nous partageons, je dirais, vous et moi.
Vous qui êtes, d'après ce que j'entends, de ce que j'ai cru comprendre, des praticiens de la médiation, moi ou nous, en tout cas certains d'entre nous, qui sommes plutôt identifiés à des théoriciens de la médiation. Nous pensons et nous vivons, en tout cas nous cherchons à vivre, notre rapport aux réalisations artistiques comme un espace-temps de, je dirais, mitoyenneté entre, premièrement, les manières dont nous fonctionnons d'un point de vue subjectif, comme une série de moyens de production subjective, nous produisons subjectivement. Deuxièmement, les façons dont une réalisation artistique fonctionne d'un point de vue sémiotique. Et troisièmement, les régimes ou les rythmes de fonctionnement de ces fonctionnements mêmes, fonctionnements qui sont donc subjectifs et sémiotiques. Notons au passage qu'il n'est pas inintéressant de revisiter la médiation, souvent associée à une pensée et à une pratique du citoyen, à partir de ce qu'elle pourrait devenir si nous la pensions aussi comme la fabrique du mitoyen. Ce qu'implique de penser et de vivre le rapport à l'art comme un milieu, ce milieu de fonctionnement, défonctionnement, sémiotique, subjectif, c'est de rompre avec une conception et une expérimentation de notre rapport à l'art qui tantôt relève exclusivement d'opérations transcendantales, tantôt s'organise strictement autour de transcendance, des valeurs, du sens, du savoir. Esthétique de la médiation représente une tentative d'étude du rapport à l'art, celui en l'occurrence que la médiation culturelle instaure comme condition et limite de l'expérience sensible. Cet enjeu théorique fait écho à une ambition épistémologique. La notion de médiation est un élément difficile à repérer et plus encore à suivre. À ce jour, d'ailleurs, il manque encore un travail archéologique approfondi qui dégagerait les strates de sens à travers lesquelles cette notion parcourt la pensée depuis l'Antiquité jusqu'au matérialisme historique, en passant par la dialectique hegelienne, pour ne citer que les plus saillantes. Les plus récentes enjambées épistémologiques de la notion nous sont plus familières. Et effectivement, l'esthétique de la médiation rappelle quelques-uns de ces détours par la sociologie des sciences, la philosophie ou les sciences de l'information et de la communication. Difficile à repérer, disais-je, car la notion constitue un objet de recherche pour de nombreuses disciplines. Il s'agit d'évoquer seulement, s'il s'agit d'évoquer seulement celle qu'il étudie en tant que pratique culturelle, il faut mentionner la sociologie de l'art, évidemment, les sciences de l'information et de la communication, la muséologie, les sciences politiques, du moins, quand les sciences politiques s'intéressent aux politiques culturelles. La notion de médiation, difficile à repérer, disais-je, est également difficile à suivre. Elle a quelque chose de quantique, on pourrait dire. Elle ne cesse de sauter d'un espace ou d'une tradition épistémologique à une autre. Elle est instable, elle se déplace très vite, si bien que le meilleur moyen de l'appréhender consisterait à la sismographier, c'est-à-dire à la repérer, à la faveur des effets de sens qu'elle produit dans les espaces épistémologiques qu'elle traverse comme une onde. Cette dissémination notionnelle, voire même cet éparpillement notionnel, n'est peut-être pas qu'un mauvais présage quant à son actuelle pertinence ou à son devenir conceptuel. Cette dispersion notionnelle annonce, voire appelle, peut-être une interdisciplinarité souhaitable et même profitable en ce qui concerne l'étude du rapport à l'art. D'ailleurs, pour peu que l'on procède à une lecture iconoclaste de la bibliographie consacrée à la médiation culturelle, la notion s'offre comme un véritable point de vue, une sorte de belvédère, on pourrait dire, épistémologique. Car relire la bibliographie consacrée à la médiation culturelle revient à esquisser un plan de coupe qui met à jour toute l'épaisseur épistémologique des logiques d'action propres au champ culturel. Cela permet de scruter, sous un angle de vue proprement épistémologique, nombre de représentations que les acteurs des mondes de l'art, mais aussi de la recherche, entretiennent vis-à-vis de l'art, de ce qui fait œuvre, du spectateur ou du public et de leur rapport à l'art. Cet exercice heuristique s'est imposé comme l'un des principaux ressorts critiques d'esthétique de la médiation. Pour le dire simplement, je pense qu'esthétique de la médiation est guidée par une sorte de curiosité épistémologique. Celle-ci concerne la manière dont les théories de la médiation élaborées au contact des pratiques de la médiation servent elles-mêmes comme rétroactivement ou post-tentées de présupposer aux pratiques qui les inspirent et qu'elles justifient.
Excusez-moi, je vais fermer ma boîte mail, ça ira mieux comme ça. Bien que le bénéfice de cette obliquité de la notion puisse se révéler intellectuellement fructueux, il a un coût. L'arraisonnement de la notion de médiation par les sciences de l'information et de la communication, plus marginalement par la sociologie de l'art, la soustrait au regard esthétique. Loin de moi, néanmoins, tout projet qui consisterait à faire de cette annexion épistémologique de la notion de médiation, d'ailleurs on pourrait se demander jusqu'à quel point elle l'est réellement, le motif d'une querelle de clochers. L'enjeu me paraît plutôt de comprendre dans quelle mesure l'intérêt de ces disciplines pour cet objet les a conduites presque mécaniquement à s'imprégner d'esthétique. C'est une autre ligne conductrice du propos d'esthétique de la médiation. À ce titre, il m'a semblé fondamental de procéder à une sorte de réévaluation esthétique des théories de la notion de médiation. Comment s'interroge l'esthétique de la médiation, ces disciplines, en s'emparant de cette notion, voire pour s'en emparer, doivent en faire l'esthétique. Ce qui laisse à penser, notons-le au passage, que la notion de médiation culturelle est à ce point esthétique qu'il semble impossible d'en traiter sans s'en référer à une esthétique. Quel ouvrage théorique ou pas, à propos de médiation, quelle que soit la discipline dont il relève, fait l'économie d'une esthétique? Pour en avoir lu quelques-uns, j'oserais répondre aucun. À ce titre, réexaminer la notion de médiation d'un point de vue esthétique me parut une occasion inespérée de l'introduire dans le champ de cette discipline. Vous me permettrez d'ailleurs de parler d'introduction plutôt que de réduire les défauts à l'esthétique. Cette discipline, paradoxalement, puisque l'art et le rapport à l'art constituent à la fois son terrain et son objet, fait figure en quelque sorte de parent pauvre dans la grande famille des théorisations de la médiation. Afin de favoriser l'introduction de cette notion dans un milieu donc effectivement plus esthétique, il me sembla inévitable de la faire s'appuyer sur quelques étés intellectuels pour le moins spécifiques. Mes espérances étaient doubles. D'une part, je ne voulais pas me contenter d'un simple état de l'art des théories existantes en matière d'étude de la médiation culturelle. Me satisfaire d'un tel inventaire, aussi instructif soit-il, aurait suggéré aux professionnels de la médiation que le stock notionnel sur lequel ils peuvent compter pour fonctionner, professionnellement parlant, est suffisant. D'un point de vue intellectuel, laisser entendre que la pensée sur la médiation puisse être finie aurait été une manière de renvoyer sa pratique à la fin de sa propre histoire. Un examen critique de la bibliographie courante dans le domaine de la médiation culturelle, dont certaines références sont devenues des classiques, devenait incontournable. Je pense, pour ne citer que les plus visibles, aux travaux désormais pionniers et historiques d'Élisabeth Caillé, à ceux de Jean Cohn, de Bernard Lamizé, de Bruno Péquignol. Tant d'efforts théoriques avaient été déployés pour se saisir de cette notion volatile qu'il semblait légitime de les saluer et d'en cerner les enjeux, mais aussi d'identifier les questions que ces efforts avaient posées et parfois laissées en suspens. D'un point de vue esthétique, la principale question que je renvoyais à cette communauté de pensée finit par s'énoncer. De quoi, de l'objet artistique, un médiateur fait-il la médiation lorsqu'il en fait la médiation? Cette question est l'une de celles avec lesquelles les professionnels de la médiation et les apprentis médiateurs sont en lutte. Pour y répondre, j'entrepris une sorte de spectrographie du champ théorique. Il en découle trois principales épistémées, espaces théoriques, trois épistémées fondatrices et 5 types de médiation de l'art. D'abord, ce que j'ai appelé une alétique de l'art, au nom de laquelle s'exerce une médiation formaliste, symbolique ou pragmatique. Elle fait du rapport à l'art un rapport au sens, à l'absence de sens ou à la pluralité du sens. Deuxièmement, ce que j'ai appelé une déontique de l'art, qui inspire une médiation pour le moins axiologique. Elle fait du rapport à l'art un rapport aux valeurs culturelles, sociales et morales. Et, troisièmement, une approche épistémique de l'art qui justifie une médiation, pour ainsi dire, constructiviste. Elle fait du rapport à l'art un rapport aux strates de savoir qui le constituent. Mes attentes, quant à cette acclimatation de la notion de médiation au milieu épistémologique de l'esthétique, visaient d'autre part à ne pas laisser au milieu du gué les éventuels lecteurs de cet ouvrage, professionnels de la médiation, étudiants ou collègues.
c'est-à-dire face à des questions et des états de fait qui demeureraient sans réponse. Avec cet ouvrage, il s'est agi d'emblée d'élargir les horizons notionnels et conceptuels de la notion de médiation. Esthétique de la médiation ouvre au maximum le champ des possibles pour quiconque s'interroge sur les principes et les fins de la médiation culturelle des arts, en même temps qu'il s'interdit de laisser à penser la pensée et la pratique de la médiation culturelle continuer à fonctionner comme une sorte de ce que j'appellerais une prophétie autoréalisatrice. De nombreuses années de terrain, au plus proche des pratiques de la médiation, m'ont conduit à un constat. Les professionnels de la médiation culturelle, ce qui est tout aussi vrai des théoriciens de la médiation, présupposent tantôt un sens, tantôt un manque de sens, tantôt une multiplicité de sens sédimentés dans les réalisations artistiques. Ils en déduisent que l'expérience spectatrice se vit toujours comme le lieu d'un déficit, d'un différement du sens, ou d'un désarroi vis-à-vis du ou des sens des réalisations artistiques, et donc comme une tâche d'interprétation. C'est en ce sens que je dis que la médiation fonctionne comme une sorte de prophétie autoréalisatrice. C'est parce qu'elle se convainc elle-même que l'art est affaire de sens, et plus précisément d'un sens qui fait défaut, ou qui n'est jamais qu'implicite, que la médiation se pense et se pratique dans une perspective que je dirais augurale. L'interprétation, que l'on s'entende pour l'associer à une métaphysique de l'art, à une phénoménologie ou à une herméneutique, ou bien encore même à une analytique, philosophie analytique, une pragmatique de l'art, dit bien l'opération fondamentale courante de la médiation, donner sens, donner le sens ou le mettre en partage. Cela revient à attendre la médiation à l'endroit d'une pratique de rationalisation du rapport à l'art, à même d'accompagner le sujet à élucider ou à retrouver l'unité de sens de telle ou telle réalisation artistique. Pour échapper à ce contexte épistémologique, il me fallait donner une définition de l'objet artistique qui permette de retrouver, pour le dire à la manière de Husserl, un rapport plus naturel à l'art, pour, d'autre part, comprendre en quoi et dans quelle mesure un rapport à l'art, disons plus spontané, peut servir de condition à une expérience qui ne soit pas sensible qu'au sens, aux valeurs et au savoir. Cela étant dit, mon optique ne consiste pas à défendre l'idée qu'il n'y aurait rien à penser en matière de rapport à l'art. Ce qui me semble, c'est qu'il y a en matière d'art moins une pensée à comprendre que quelque chose à vivre. Et que ce qu'il y a à vivre de l'art, c'est ce que l'art nous pousse certes à penser, mais aussi à sentir ou à faire dans les conditions renouvelées qu'il nous propose. C'est entre autres ce qui m'a conduit à penser que le rapport à l'art est avant tout de l'ordre d'un style de vie. Autrement dit, une sorte de tournure existentielle, une tournure que prennent notre vie, notre pensée et nos émotions, laquelle nous amène à exister à l'écart de ce que nous pensons, vivons et sentons déjà. Une réalisation artistique, affirme l'esthétique de la médiation, au-delà d'être un sens, le sens d'un manque de sens ou encore une pluralité de sens possibles, peut être envisagée comme un ou une série de concours de circonstances qui entraînent nos forces subjectives dans des devenirs cognitifs, sensoriels et praxiques qui peuvent être insoupçonnés. Une réalisation artistique, c'est une série de conditions qui modulent notre sens et nos sens selon des régimes inusités, en l'occurrence sémiotiques, et les entraînent dans des échappées qui les affranchissent de leur schéma de fonctionnement préétabli. Que cette réalisation artistique, je le précise, les affecte d'une force qui augmente leur puissance, et parfois les déterritorialise, ou qu'elle les frappe d'une force régressive qui les laisse intactes ou les réduit, puisque nous parlions de rencontres, en matière de rapport à l'art, il m'importe de le souligner, il y a aussi des rendez-vous manqués. Bref, je dirais simplement que la médiation culturelle peut avoir quelque intérêt à ne plus seulement s'interroger sur ce qui fait œuvre ou à chercher quand y a-t-il œuvre. Elle peut se préoccuper d'aborder les réalisations artistiques à partir de leur mode de fonctionnement, sur le plan sémiotique, s'entend, et de telle sorte qu'elle se propose comme un mode de fonctionnement subjectif, plus qu'à la manière d'un système de signes ordonnés autour d'un sens, d'un savoir ou d'une valeur.
L'incidence de cette esthétique n'autorisait pas, esthétique de la médiation, à occulter la question du sujet. Une telle conception de l'objet artistique, comme un ou une série de concours de circonstances, impose en effet de penser le sujet, non plus en tant que sujet rationnel et historique. Elle imposait de reconsidérer le sujet comme un ensemble de forces à l'œuvre, comme une subjectivité sans cesse soumise à des modes de subjectivation, en l'occurrence à des modes proprement artistiques ou sémiotiques. Pour parvenir à une telle réévaluation, disons plus existentielle ou événementielle du sujet, ce qui me semble crucial pour la pensée et la pratique de la médiation, relire Kant, mais à partir de Nietzsche, peut nous aider. Cette relecture, en quelque sorte adultérine ou bâtarde de Kant, nous fait dire que la subjectivité se noue toujours à l'endroit d'une sorte de point de couplage. Un couplage entre des forces subjectives, qui sont les nôtres, elles sont sensorielles, praxiques, cognitives, ce qu'on doit à Nietzsche, et un régime ou un état d'organisation de nos facultés, d'entendement, facultés morales ou de jugement, ce que Kant nous a appris. Ce point de couplage, je l'ai appelé un point d'expérience. Il s'agit, autrement dit, d'un équilibre métastable de nos forces subjectives régulées tantôt par l'entendement, tantôt par la morale, tantôt par le jugement. Or, sous certaines conditions, dans certaines circonstances, à même une réalisation artistique, un découplage peut se produire entre nos forces subjectives et les régimes interfacultaires qui les régissent. C'est ce que j'ai identifié comme un potentiel, ce potentiel débrayage de la sensibilité. Et ce débrayage, il n'est jamais qu'immanent au rapport à l'art. À même une réalisation artistique, à l'instant même où nos forces subjectives se déploient et prolifèrent, d'après d'autres régimes que ceux de la morale, de l'entendement et du jugement, d'après des régimes sémiotiques, c'est-à-dire d'après des régimes exogènes, celles-ci expérimentent de nouvelles possibilités de vie. Autrement dit, d'après une réalisation artistique, nos forces subjectives peuvent entrer dans des rapports énergétiques plutôt que signifiants, c'est-à-dire plus existentiels, jusqu'à s'exercer de manière plus originale et inédite, spontanée ou intempestive. Ce qui revient in fine à placer cette improbable discussion entre Kant et Nietzsche sous les auspices d'une sorte d'immanentisme spinozien, en ce sens que découplage et couplage sont immanents au rapport à l'art. En résumé, du point de vue de la médiation culturelle, le sujet n'est jamais qu'une subjectivité en train de se faire et de se défaire, si bien qu'à chaque fois que le sujet se refait, voilà le temps venu pour le sujet de remettre en mouvement sa subjectivité. Tout cela étant dit, je sais que je n'échapperai pas à cette question qui taraude praticiens et théoriciens de la médiation. Qu'est-ce alors que la médiation culturelle ? Je dirais sur le plan culturel que c'est une pratique d'élaboration du rapport à l'art qui, plutôt que d'organiser l'expérience sensible autour d'un signifiant, d'un symbole, d'une valeur ou d'un savoir unitaire ou totalisant, se fait l'opératrice, ou peut se faire l'opératrice, de toutes les ouvertures et de tous les flux possibles, de tous les agencements et de toutes les connexions possibles dans les structures cognitives, praxiques et sensorielles de l'expérience. C'est ici, ou c'est ici, que prévaut cette idée de mitoyenneté. Sur le plan politique, je dirais que la médiation est une pratique qui vise à faire du rapport à l'art la condition dans laquelle l'existence et la société politique deviennent plus recevables et donc plus vivables, c'est-à-dire plus ouvertes à toutes les formes de subjectivation plus spontanées, existentifiantes, plutôt que simplement disciplinarisantes. D'un point de vue critique, la médiation peut s'inventer comme une pratique qui permet au sujet d'apprendre et de résister à ce qui aliène ses moyens de production subjective. Enfin, et j'en aurai fini, sur le plan éthique, je dirais que la médiation veille à ce que le rapport à l'art demeure un ensemble de pratiques de soi ou d'essais de soi qui puissent produire des modes ou des possibilités de vie cognitives, sensorielles et praxiques qui soient le moins gouvernés possible par des savoirs préconstitués, des morales établies, des normes intériorisées ou encore des pouvoirs institués.
Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que ça vous aura pas paru trop assommant. Et voilà, vos questions, vos remarques sont évidemment les bienvenues. Merci beaucoup. Merci à vous, Gilles Suzanne. Tout de suite, on peut prendre un temps de discussion et de questions dans la salle. Et si ce n'est dans la salle, sur la tribune, mais on va laisser le temps aux mains qui se lèvent, s'il y en a qui peuvent se lever. Alors je me lance. Quand on lit le nom de votre intervention, Monsieur Suzanne, et également l'ouvrage qu'on a en connaissance, on pense depuis l'endroit où on est, c'est-à-dire chercheurs en sciences de l'information et de la communication, qui ont une habitude très passeronienne de lecture de l'esthétique de la réception d'Hans Robert Jooss, tout de suite à l'esthétique de la réception de Jooss. Et cette esthétique de la réception, elle fonctionne sur des trépieds qu'on a déjà discuté ce matin. Alors, ce n'est pas vraiment les trépieds de Jooss dont on a parlé ce matin, on a plutôt parlé des trépieds de l'éducation artistique et culturelle, la rencontre, la pratique, la connaissance. On a également évoqué le trépied de Jean Molineau sur la tripartition sémiologique, qui reprend la séquence assez classique entre un émetteur, un message et un récepteur, qu'il emprunte lui-même, dit-il, à Charles Peirce. Et en fait, dans l'esthétique de la réception d'Hans Robert Jooss, il a une proposition qui est celle de l'esthésis, de la poésis et de la catharsis. Cette esthésis, quelque part, elle se situe déjà à l'endroit de la réception dans la proposition de Jooss. Est-ce que, quelque part, dans la proposition que vous faites, il n'y a pas l'idée, même si vous signalez l'interprétation comme n'étant pas une fin en soi, en tout cas c'est comme ça que je l'ai compris, l'idée que cette esthétique de la médiation repose aussi sur une esthétique de la réception héritée de Jooss. Voici la première partie de ma question, et j'en aurai une deuxième si ça vous va. Volontiers, je manque de questions dans ce nouveau métier. Mais donc, merci beaucoup. Non, sincèrement, merci beaucoup. Bon, vous avez cité au moins deux personnes, Jooss et Molineau. Molineau, ça me rappelle d'anciens souvenirs parce que les formations que j'ai dirigées pendant une vingtaine d'années se servaient d'une approche très sémiologique qui était celle de Jean Molineau, justement pour accompagner les étudiants à essayer de parcourir cet aller-retour permanent. En tout cas, c'était souhaité comme un aller-retour permanent entre l'objet artistique et la manière de le percevoir. Bon. Du côté de Jooss, moi, ce qu'on retient évidemment, c'est son histoire d'horizon d'attente. Hein. C'est beaucoup autour de cette notion que sa théorie se déploie, c'est-à-dire au fond, comment notre rapport sujet-objet, il est toujours pris dans ce qu'il appelle un horizon d'attente, c'est-à-dire dans une sorte de plus ou moins grande, ou plus ou moins légère, ou plus ou moins consistante, je dirais, décoïncidence entre quelque chose qui émanerait de l'objet et quelque chose qui devrait être reçu ou interprété par le sujet. Bon, moi, c'est par rapport à un double déplacement que j'ai essayé de réfléchir. C'est-à-dire à la fois en débrayant complètement ou en me débrayant totalement sur le plan théorique à l'endroit de l'objet et à l'endroit du sujet. Au fond, si on ne se donne pas de définition, je dirais, a priori de l'objet, ni de définition a priori du sujet, comment, justement, on travaille dans un contexte, quand on est médiateur ou quand on est à l'endroit de l'intellectualisation du rapport à l'art ou des pratiques de la médiation, comment on se met en position de travailler dans un contexte où il n'y aurait plus que du processus, une sorte de processus permanent. Et je crois que c'est là l'enjeu. Je me rappelle dire souvent aux étudiants, effectivement, quand on est face à une personne, on est face à une personne qui est, et c'était mon histoire d'état un peu métastable. On est face à des dimensions, encore une fois, sensorielles, praxiques, qui sont en quelque sorte métastables, dans un équilibre qui se veut stable, qui se pense stable. Mais précisément, le rapport à l'art, c'est une zone, je dirais, de turbulence quelque part.
je pense qu'on peut prendre ça au sérieux et de voir comment justement ces états, ils sont jamais, même s'ils sont donnés, on peut les réembrayer sur du rythme, sur quelque chose qui va bouger. Et c'est là où du coup, moi, j'ai opéré un glissement par rapport à sa théorisation de ce que Yao appelle horizon d'attente, et j'en ai fait plutôt quelque chose que j'ai appelé horizon d'événement. Vous voyez? C'est quoi un horizon d'événement? Je ne suis pas allé le chercher, en fait, si je suis à la fois le chercher très loin et très près. C'est ce que les astrophysiciens essayent de décrire quand ils parlent de trou noir. C'est-à-dire c'est une sorte de moment dont on présuppose pour l'instant encore que c'est un endroit qui est plutôt de l'ordre d'une entropie, c'est-à-dire d'une dispersion de l'information. Voilà, où on pourrait imaginer qu'un objet artistique, ça soit, ou que le rapport à l'art, je veux dire différemment, que le rapport à l'art, ça soit précisément une sorte, non pas d'horizon d'attente où les choses auraient, sur une base à peu près stable, à coïncider plus ou moins, mais une sorte d'horizon d'attente, d'horizon d'événement, c'est-à-dire quelque chose de purement événementiel, où globalement les choses se disloquent plus ou moins, des régimes, c'est pour ça que je parle de régime sémiotique du côté de l'objet, des qualités de l'objet, des propriétés de l'objet, dans la manière dont elles nous viennent pas forcément toutes et tous dans le même ordre, ordonnées de la même façon. Un objet artistique, c'est pas très discipliné, hein, un objet artistique. Mais au fond, le sujet, la subjectivité, c'est pas très discipliné non plus. Ou quand ça l'est, peut-être c'est à ce moment-là que ça doit nous interroger. Donc finalement, je me suis dit, bon ben voilà, peut-être qu'on peut, quand on fait de la médiation, qu'on essaie de la penser, non pas la penser depuis le sujet, depuis la réception, et non pas la penser depuis l'objet artistique, mais de la penser à partir du milieu. Voilà. Et c'est un peu ce mouvement-là que j'ai essayé d'opérer. Voilà, je vous réponds. Merci, très bien. Merci beaucoup. Absolument. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? David Christoffel a levé la main, puis Damien Malinas. Je m'interrogeais sur le moment où vous parliez de la force autoréalisatrice de la médiation quand elle se met à prescrire l'art comme sens qui fait défaut, parce que ça vous amène à dire que c'est une pratique de rationalisation du rapport à l'art. Par rationalisation, j'entends déjà une espèce de domestication de l'expérience esthétique et ainsi de suite. Ce qui voudrait dire qu'il faudrait... si je comprends bien, déprogrammer tout ce que la médiation pourrait potentiellement autoréaliser, et je me demande quelles seraient les modalités de ça, parce que je saisis bien les enjeux, mais ça donne furieusement envie d'une mise en pratique, et voilà. Bon, ben, je vous rassure de suite avant de revenir sur ça, mais c'est venu. Hein, ça m'a été inspiré par. Moi, je suis quelqu'un de très empirique, hein, donc. Quand j'essaie de penser quelque chose, j'essaie de toujours le penser à même quelque chose de réel, à même des phénomènes réels, des pratiques réelles. Bon, d'abord, la chose que je tiens à dire, c'est que moi, il n'y a pas d'ambition de modélisation de quoi que ce soit dans ce que j'ai essayé d'avancer. Hein. Je prétends pas, à travers cet ouvrage, je prétendais pas à dire tout ce qui va mal et avancer la solution, la panacée, quoi. C'est pas le propos. Hein. Donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est de dire, bon, ok, très bien, on a un arsenal de conception esthétique qui nous amène à justifier et à fonder des pratiques. Est-ce que c'est un arsenal limité? Et effectivement, quand je me suis posé la question comme ça, j'ai commencé à faire l'inventaire de ce qui s'était passé, de ce qui avait été pensé d'un point de vue théorique sur la médiation, et finalement, on se retrouve sur un nombre limité, existant et limité, de théories. Donc, je voulais en faire l'inventaire et en même temps essayer d'agréger quelques éléments qui permettraient de trouver une sorte de tracer une sorte de ligne de fuite aussi, histoire, comme je le disais, de ne pas laisser praticiens, théoriciens au milieu du gué. Donc, voilà, et en même temps, c'est une manière aussi, c'est peut-être un peu mon côté sur le plan épistémologique un peu aventurier, c'était aussi une manière de se mettre un peu en risque, parce que théoriser, c'est aussi avancer, pour moi, des hypothèses. Bon, et voilà, et les hypothèses, ça demande d'être vérifiées.
Donc, moi, ça ne me pose pas de souci. Encore une fois, il n'y a pas de prétention à une quelconque vérité dans cet ouvrage. Au contraire, il y a un profond respect de tout ce qui a pu être pensé jusque-là et d'en comprendre les présupposés. Ensuite, qu'est-ce que ça pourrait, effectivement, je vais d'abord revenir sur le côté, non pas force autoréalisatrice, mais prophétie autoréalisatrice. Parce que, évidemment, quand on se donne une définition de l'objet, qui est forcément que l'objet a du sens ou qu'il a pour sens son manque de sens ou sa pluralité de sens, évidemment, c'est pour ça que je disais, on raisonne sur la base d'un déficit, d'un désarroi, d'un différement, parce que, on est toujours à justifier les pratiques de la médiation comme étant une possibilité d'aider le spectateur à s'y retrouver du point de vue du sens. Mais en fait, à quel moment on est certain de cette chose-là? À quel moment on est certain que quand on pense un objet artistique par la manière dont il fait sens à travers son absence de sens, parce que je sais pas, on peut prendre une toile de Rothko. Voilà, au fond, c'est quoi une toile de Rothko? C'est quoi un aplat de couleurs? Quel sens ça a ou quel sens ça a dans l'absence de sens que ça propose? Enfin bon, je crois que là, si on avance comme ça, bon, je vais pas me faire des amis chez les sémiologues, hein, ça c'est sûr, mais si on avance comme ça me semble délicat et ça me semble déjà créer le problème qu'on va essayer par la suite de résoudre. Voilà. Donc, moi, encore une fois, je me suis donné pour objectif à travers cet ouvrage d'essayer de penser la médiation à partir d'autres présupposés. Bon, je ne reviens pas sur ce que je disais précédemment. Un exemple, je me rappelle par exemple dans le début des années 2000, fin des années 2000, début des années 2010, j'avais œuvré pour le ministère de la Culture à un moment où le ministère de la Culture se posait la question de c'est quoi le patrimoine? Voilà. Il était question de lien entre patrimoine et ce qu'on appelait à l'époque interculturalité, voilà, ou diversité culturelle. Bon. Donc évidemment, ce que j'avais vu par exemple, c'était des collectifs de patrimonialisateurs, en quelque sorte, collectifs d'acteurs multiples et variés, pas forcément que des acteurs culturels, ça pouvait être des personnes qui habitaient dans un quartier en particulier, qui étaient des acteurs associatifs, sociaux, etc., mais aussi culturels. Ça pouvait être des personnels d'institutions patrimoniales, muséales, etc. Je les ai vus se mettre au travail, justement sans véritablement chercher le sens du patrimoine. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas, au fond, une définition normative du patrimoine. Voilà. Je vous donne un exemple. Par exemple, ils travaillaient sur des formes de patrimoine qui n'étaient pas, c'était à Marseille, et qui n'étaient pas très visibles à l'époque. Par exemple, le syndicalisme féminin dans le milieu du 19e siècle ou début du 20e siècle. Bon. Évidemment, s'ils avaient travaillé sur le sens du patrimoine, sur quelque chose de plus normatif, peut-être qu'ils auraient fait d'autres choix, en quelque sorte, parce que peut-être que ces pratiques-là du syndicalisme féminin dans les usines, dans les manufactures de tabac de Marseille au début du XXe siècle, seraient passées en quelque sorte sous les écrans radars. Bon, ça serait une manière de le dire. Donc effectivement, en les regardant faire, en les regardant fabriquer de manière complètement transversale, en mêlant les pratiques de valorisation, de médiation, de conservation, etc., et en les voyant s'inventer eux-mêmes d'autres formes aussi de rapports subjectifs au patrimoine, dans la fabrique même de ce qu'eux commençaient à identifier comme du patrimoine, au fond, ça me fait réfléchir sur tout ce que je raconte dans cet ouvrage, et ça en est quelque sorte à la fois l'exemple et à la fois le fondement empirique pour moi. Merci beaucoup, Monsieur Suzanne. Peut-être une dernière question ou remarque de la salle? Oui. Donc c'est la parole à Sylvie Pébrier. Bonjour et merci pour votre communication. Je voulais juste apporter au débat une citation d'un artiste-interprète qui est Nicolas Sarnoncourt, qui est donc un des grands pionniers du mouvement de la réforme de la musique ancienne, et qui, prenant la parole en 1995, à l'occasion des 75 ans du Festival de Salzbourg,
était invité à faire une communication sur qu'est-ce que la vérité. Et ça a été un discours extrêmement courageux et peu connu malheureusement, parce qu'il n'a pas été traduit, il a été traduit une seule fois en français dans un endroit très peu identifiable. Il fait la critique du festival de Salzbourg pendant la période nazie, pendant l'Anschluss, et il dit que en fait, l'esthétique cachait les plans barbares du régime en place et que le mot d'ordre, c'était oublier et jouir. Donc là, il y a une réflexion vraiment politique extrêmement forte. Dans la même conférence, il apporte, je crois, quelque chose qui vient tout à fait dans votre sens. Faut-il chercher une signification à l'art? Et lui-même, sa réponse est la suivante. Il dit « L'art est un langage qui révèle ce qui est caché, fissure ce qui est scellé. » Si l'art fissure ce qui est scellé, c'est certainement pas pour que le médiateur ou l'interprète ou le musicologue ou que sais-je cherche à reconstruire un sens derrière, alors qu'au contraire, peut-être ce qui est intéressant à opérer, c'est de suivre le chemin de cette fissuration du sens. En tout cas, comme interprète, c'est la façon qu'il a de rentrer dans l'œuvre. Rend sensible ce qui est le plus intime, avertit, suscite, ébranle, réjouit. La question du trouble, du risque, de toutes ces questions qu'on a évoquées ce matin, que vous reprenez aussi, je suis très heureuse d'entendre, sont au cœur de l'activité artistique, y compris de l'interprète se mettant en relation avec le compositeur. Et la musique est intéressante à cet égard, puisque plus encore que la lecture, elle introduit une médiation qui est celle de l'interprète lui-même. Donc quand nous-mêmes on se met dans une chaîne d'auditeurs ou de médiateurs, pourquoi voudrait-on retrouver un sens ou une pluralité de sens ou que sais-je, puisque l'objet même, si on écoute Harnoncourt, c'est de fissurer le sens. Oui, merci infiniment. Oui, je ne l'ai pas lu. Je le découvre Deleuze avant l'heure. Donc voilà, donc oui, effectivement, là, ce que vous dites regroupe en tout cas certainement une grande partie de ce que j'ai essayé de mettre à plat en fait. Je n'ai pas envie de dire. Ce que j'ai essayé de passer un peu à la moulinette d'un examen critique. Voilà, mais voilà, encore une fois, je ne dis pas qu'il n'est jamais question d'une signification. Je dis que s'il y a une signification, c'est peut-être du sens qui est mis en circulation et qu'on a d'abord à vivre. Enfin, je vais peut-être être provocateur, mais enfin, si les compositeurs, si les musiciens, si les dramaturges, si les comédiens voulaient au fond, donner de la signification, bon, je pense qu'il sera à même de dispenser des conférences. Vous n'aurez pas besoin d'aller chercher d'autres formes sémiotiques. Si les artistes vont chercher d'autres formes sémiotiques que celles dont j'ai fait usage tout à l'heure en vous assénant mes 10 pages de discours, c'est peut-être qu'il y a une raison. Et que, évidemment, même s'il y a des points communs entre une pratique qui est la pratique, on va dire, une pratique intellectuelle, une pratique artistique, en tout cas, elle ne se trouve pas dans les matériaux qui sont mobilisés. Pour moi, il y a une forme là, il y a quelque chose à raisonner à cet endroit-là. Je pense. Voilà. Après, ce que vous disiez sur l'esthétique et sur le fascisme, bon, c'est très fort. Hein. C'est ce qu'on raconte quand on lit Walter Benjamin de ses premiers écrits jusqu'à son suicide. C'est troublant et frappant de voir comment il voit aussi se transformer les arts et comment il les voit se mettre au service d'une idéologie. Hein. Lui, il parle d'esthétisation du politique. Et d'ailleurs, c'est dans un de ses textes, c'est ce sur quoi il conclut d'ailleurs, en disant que peut-être face à l'esthétisation de la politique, il faut se reposer la question de la politisation de l'art. Voilà. Et évidemment, quand on voit, par exemple, des régimes se mettre en scène à travers des parades, ce que décrivait aussi d'ailleurs Walter Benjamin pour le nazisme, évidemment, il
y a un recours permanent à l'esthétique. Enfin, même dans des mouvements qui se réclament être des États, je pense par exemple à Daesh, il y a une esthétisation du mouvement qui commence par l'esthétisation de son propre oriflamme, de son propre drapeau, jusqu'aux vidéos horribles, inhumaines qui sont produites. Voilà, enfin, derrière Daesh, il y a une constellation, une galaxie de sociétés de production audiovisuelle. Donc, vous voyez, enfin, donc évidemment, moi, je peux cautionner que cette chose-là. Et d'ailleurs, ça m'incite, parce que c'est aussi ma discipline, l'esthétique, ça m'incite à mettre cette chose-là à distance et à la soumettre en permanence à l'esthétique. On doit toujours vérifier plutôt de quoi on fait le lit, en quelque sorte, dans nos manières de penser le monde et de penser le réel. Voilà, même si, évidemment, on est souvent dépassé par le réel. Merci, monsieur Suzanne, merci beaucoup. Une dernière intervention peut-être de la salle. Damien Malinas a levé la main 2 fois déjà. Damien, et puis après on passera à nos autres intervenants. J'ai ce mauvais rôle de gestionnaire du temps, je suis désolé. Un grand merci pour votre intervention. Et donc ici on parle beaucoup d'éducation artistique et culturelle, qui se pose la question de sa place par rapport à la médiation et par rapport à l'éducation. Et en fait, en vous écoutant, j'ai été absolument passionné par la première partie sur le compagnonnage, et vous allez encore un tout petit peu plus loin lorsque vous parlez de mitoyenneté. Et ça, je trouve que c'était très, très intéressant par rapport à la question de la fréquentation des œuvres artistiques, qu'on va souvent dévaloriser parce qu'on va reprendre l'histoire de Malraux, il suffit pas de mettre à côté, n'empêche que c'est pas si mal. Et la manière dont vous vous y prenez, et par rapport à des questions qui se posent, par rapport à un doctorant ici qui se pose des questions autour de la citoyenneté, de l'éducation artistique et culturelle, il y a une notion que vous avez posée vers la fin de votre intervention et que je trouve passionnante, et j'aimerais, peut-être vous n'aurez pas le temps d'y répondre, mais continuer à en discuter, c'est la question de mitoyenneté, que je trouve absolument passionnante, parce que ça permet de dépasser simplement la critique simple du capital de familiarité, on est à côté ou pas. Et il y a quelque chose, compagnonnage, participation, indivision, en tout cas, si on peut continuer cette discussion, j'en serais enchanté. Je peux vous répondre très brièvement, parce que si vous comptez le temps, je ne vais pas m'étendre. Comment vous dire, bon, d'abord, j'aime pas raconter des cracks, donc c'est en réfléchissant cette nuit à la manière dont j'allais m'y prendre pour vous raconter quelque chose en surplomb de cet ouvrage que cette chose-là m'est venue. Parce qu'au fond, moi, il y a 2 choses auxquelles je suis attaché. Une première, c'est que vraiment, je crois qu'à trop mobiliser le sens, la signification, etc., le risque, c'est, ou les valeurs, c'est de mettre l'objet à distance, en fait. En voulant mobiliser des choses qui nous en rapprochent, on finit par faire de ces choses-là, le sens, les valeurs, etc., des écrans entre nous et les objets. C'est pour ça que je parlais de rapports plus spontanés, plus naturels, etc. Et je dis ça pourquoi? Parce que je me dis, au fond, comment on fait, non pas citoyenneté, mais déjà comment, à la base, on fait mitoyenneté avec un objet artistique? Comment on fait du compagnonnage, effectivement, avec des propriétés, avec des qualités? Madame, précédemment, parlait de musique. Comment, j'ai pas envie de dire comment on fusionne avec la musique, c'est pas ça mon propos, mais la musique, c'est une série d'éléments très hétérogènes. Ces éléments-là, soit on continue à les considérer comme à distance de nous, et du coup on les apprivoise à coup de sens, à coup de valeur, à coup de savoir, etc. Soit on les laisse venir pour ce qu'ils sont. Je vais vous donner, le rapprochement peut peut-être vous sembler tiré par les cheveux, mais c'est un peu la même chose qui se passe entre la différence qu'on fait entre l'homme et le vivant. On s'est inventé comme à l'extérieur du vivant. On s'est inventé comme à l'extérieur de la nature. Je pense qu'on s'est inventé comme étant à l'extérieur de l'art. J'avais une manière assez rigolote qui au fond, n'a pas plus de sens que presque presque une blague. Mais je disais aux étudiants, souvent, je leur disais, mais oui, évidemment, vous considérez que vous êtes là médiateur entre des œuvres et que les œuvres, elles nous arrivent comme ça. Mais au fond, on est au sens naître du terme,
parmi des œuvres qui sont déjà là bien avant nous. Je veux dire, enfin, des peintures rupestres aurignacien d'il y a 35 000 ans jusqu'à des œuvres du XXe siècle, nos propres enfants, nous-mêmes, sommes nés dans une foule d'œuvres. Donc finalement, au fond, on cherche à savoir comment on accueille les œuvres, alors que souvent, c'est les œuvres qui nous accueillent dans leur monde, elles sont restées, et elles restent, et nous, on disparaîtra. Donc, bon, il y a aussi des manières, je pense, de déplacer, de manière peut-être même un peu ludique, parfois, nos conceptions des choses pour les repenser, quoi. Voilà, donc ça, moi, c'est un début de réponse à vous apporter sur mitoyenneté, c'est-à-dire comment on fait mitoyenneté avec ces œuvres, et sur citoyenneté, bon, j'en ai pas parlé, parce qu'on ne peut pas parler de tout, mais il y a une dernière partie de l'ouvrage qui s'intéresse à la station de la communauté. Bon, c'est une partie plus politique, plus philosophique critique que esthétique, parce que évidemment, en fonction de comment on pense les objets artistiques, avec quelle esthétique on les pense, souvent on induit déjà la manière dont on pense le sujet, mais aussi sa manière de faire communauté. Donc là, il y a un lien pour moi étroit, pour une manière de finir et de ne pas vous retarder plus, mais une façon étroite, à mon avis, de penser, de devoir repenser ce lien entre réalisation artistique, voilà, présupposé esthétique, sujet et communauté. Donc, à mon avis, c'est un rapport qui est non pas ternaire, mais qui est un rapport quadripartite qu'il faut arriver à vivre et à théoriser. Voilà. Merci beaucoup, Gilles Suzanne. Un grand merci pour les réactions et les questions. On voit que le sujet passionne. Je me tourne à présent vers David Chailloux, maître de conférence en didactique de la musique.